et à tous, je vous retrouve aujourd'hui avec un petit défi cinéma dans lequel je me suis lancée pour le mois de juin, qui consiste donc à regarder chaque jour un nouveau film, ce qui fait donc a priori 30 films. J'ai trouvé l'idée sur la chaîne Dantasthesia qui elle-même tenait ce principe de la chaîne de Galatée pour l'historique. Alors je ne pense pas pouvoir regarder 30 films, mais admettons que ça soit le cas. Dans le principe, je pense faire 2-3 vidéos donc, sur ce challenge, donc voici la première. Au niveau des films que je vais regarder, il y aura vraiment de tout, vous allez le voir. J'ai pas de style prédéfini, donc c'est vraiment un peu tout ce qui me tombe sous la main que je vais regarder et que je vais vous présenter assez brièvement. Mais je me permets déjà une incartade puisque je vais commencer avec un film que j'ai vu fin mai, mais dont j'avais vraiment très envie de vous parler parce qu'il m'a beaucoup touchée et beaucoup marqué. Donc je vous parle en premier lieu d'un grand chef-d'œuvre qui est Voyage au bout de l'enfer ou The Deer Hunter, qui est un film de Michel Cimino avec des acteurs qui sont très connus comme avec Robert De Niro, Christopher Walken et notamment Meryl Streep. Un film qui est donc sur les conséquences de la guerre, en l'occurrence la guerre du Vietnam, et à la fois physique et psychologique. Et justement la force du film pour moi c'est pas tant de montrer la guerre mais vraiment la veille et le lendemain de cette guerre en fait. Qu'est-ce qui est l'effet que ça va avoir sur nos trois personnages. C'est une œuvre vraiment très remarquable qui m'a très émue. Pour ainsi dire, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps à la fin et c'était pas arrivé depuis assez longtemps. Je trouve que c'est au-delà même du thème qui est très important, qui est traité de façon très belle et touchante, je le disais. C'est vraiment magnifié par des plans qui sont longs, qui prennent le temps et avec une lumière qui est vraiment maîtrisée. Les acteurs sont incroyables. Et c'est aussi un film, je trouve, qui a non seulement le message poétique de la guerre est passé, bien sûr, mais c'est aussi des personnages qui viennent pas de n'importe où. Ce sont des personnages qui viennent de la classe ouvrière, qui ont visiblement été aussi, qui ont des origines russes aussi, je crois. Donc il y a plusieurs messages derrière qui sont passés et qui font que le film est vraiment très intéressant et remarquablement réalisé. Et voilà, tout est bien dans ce film et je trouve qu'il est très souvent malheureusement un petit peu occulté, j'ai l'impression, par Apocalypse Now et d'autres films de guerre qui sont beaucoup plus, on va dire, bruts, qui montrent beaucoup plus de guerre et qui finalement ne montrent pas tant les conséquences de l'après-film. Et c'est ça qui est très intéressant dans Voyage au bout de l'enfer. Donc vraiment, regardez ce film, il est excellent. C'est vraiment un des grands films là pour l'instant que j'ai vu dernièrement et qui m'a beaucoup marqué. On passe à quelque chose de beaucoup plus léger, donc avec Magic in the Moonlight de Woody Allen, qui est un cinéaste qui fait des films dans un ton assez bourgeois, c'est vrai. Mais on peut quand même en apprécier, je pense, la finesse et il faut admettre qu'ils sont quand même assez divertissants. Magic in the Moonlight, donc, c'est l'histoire d'un illusionniste qui sait parfaitement que ce qu'il fait, ce ne sont que des tours et qui est certain que les forces occultes et la magie n'existent pas. Et il va être amené à devoir démasquer une femme qui prétend avoir des visions sur les gens qu'elle rencontre. Et de fil en aiguille, donc, il va se créer une sorte d'étrange relation entre ces deux personnages. Et toujours un peu sous le ton un petit peu comédie, comme Woody Allen sait bien le faire. Donc c'est un petit film assez sympathique à regarder, mais qui n'a pas forcément de grands thèmes qui se dégagent. C'est pas extraordinaire, on va dire. Si vous aimez bien Woody Allen, je vous le conseille. Ou que vous aimez bien Colin Firth ou Emma Stone, vous pouvez le regarder. Mais sinon, je pense que c'est pas forcément le film indispensable à avoir vu, ça c'est sûr. Je vais vous parler d'un film d'animation qui pour moi vaut vraiment le détour, qui est donc Ernest et Célestine, avec Ernest, un ours un petit peu marginal, un petit peu grognon, qui va accueillir donc la petite Célestine, une petite souris orpheline qui ne veut pas être dentiste mais qui préfère dessiner. Et le problème c'est que dans le monde des ours vit en haut et les souris vivent en bas et que c'est très mal vu de se lier d'amitié avec une souris ou un ours. Donc ensemble on va dire qu'ils vont se soutenir, se réconforter, ils vont vraiment devenir très amis. Et ils vont aussi bousculer tout simplement l'ordre qui a été établi. C'est un film d'animation magnifique avec des aquarelles très douces pour offrir une histoire poétique et d'une grande tendresse. C'est un très beau film d'animation qu'il faut vraiment découvrir, qui vaut le détour, qui est vraiment tendre et très réconfortant comme dessin animé, comme film.
Alors si vous voulez un peu de cinéma complètement what the fuck, je vous recommande à 200% Rubber, donc qui est un film de Quentin Dupieux. Alors si vous ne connaissez pas Quentin Dupieux, c'est un cinéaste qui fait des films, on va dire, plutôt absurdes, avec beaucoup d'éléments assez burlesques et absurdes dedans. Et Rubber, c'est totalement ça, c'est un film sur un pneu, tout simplement. Voilà, donc c'est vraiment très bizarre et drôle, et pourtant c'est impressionnant parce qu'il arrive quand même à te faire une histoire qui suit le pneu vraiment. Donc c'est bien rigolo, avec un petit côté un peu gore mordant, on va dire, mais plutôt intéressant. Je trouve que par rapport aux autres films de Quentin Dupieux, je crois en fait que celui-là c'est mon préféré parce qu'il est il est beaucoup plus simple en fait, et même s'il est bizarre, il reste assez facile à suivre, on va dire. Donc j'ai bien aimé Rubber, c'était assez étonnant. Et un bon défi, je trouve, de choisir un personnage principal qui est un objet. Je vais vous parler donc d'Okja, qui est un film Netflix qui avait fait pas mal parler de lui et qu'on m'a clairement vendu comme étant un film sur la cause animale, qui défend la cause animale. Donc l'histoire se passe en Corée du Sud où on a une petite fille, Mija, qui a grandi avec Okja, qui est une drôle de créature qui ressemble un petit peu à un cochon et qui semblerait avoir été découverte par une multinationale. Au bout de 10 ans, donc, après avoir confié cette créature à Mija et son grand-père, la multinationale va réclamer ses droits sur Okja pour la ramener jusqu'à New York. Donc on va avoir dans cette fable un peu burlesque deux camps qui s'affrontent. D'un côté, donc cette multinationale, et un groupe de partisans, on va dire, qui défendent droits humains et animaux. Les deux camps vont être tournés au ridicule, mais vraiment les deux camps. Peut-être un petit peu moins le camp des défenseurs des animaux, mais globalement, ils sont un petit peu caricaturés, ces deux camps, et seule la quête de Mija semble avoir de l'importance, à savoir retrouver Okja, son ami. L'idée, bien sûr, du film, c'est de dénoncer un petit peu tous les abus du capitalisme, et notamment la consommation alimentaire qui est qu'on va absolument consommer de la viande, et que du coup les multinationales se tournent vers des moyens tout à fait atroces qui se font au prix de la vie d'animaux innocents. Mais je trouve que le film, pour moi, il passe à côté de quelque chose, c'est-à-dire que déjà l'émotion, totalement absente, et c'est pas le premier film de Bong Joon-ho que je regarde et qui me laisse totalement de marbre. Et en plus, les enjeux, tout simplement parce que j'ai pas réussi à voir ce que dénonçait le film au-delà de, oui, il tourne en ridicule la surconsommation, mais après, d'autant plus que le message de fin est assez bizarre dans le sens où elle rachète quand même Okja. Donc c'est très... Je sais pas quoi penser de ce film. Moi, ce qui me dérange encore plus aussi, c'est qu'Okja ne soit pas un animal réel, qu'on se soit obligé de créer une créature et de soi-disant la rendre plus intelligente que les autres, soi-disant, pour qu'on s'attache à elle, pour qu'elle ait de l'intérêt. Pourquoi faire ça en fait? Parce que c'est un peu bizarre. Alors, ce que j'aime quand même le fait qu'on nous montre des images d'abattoirs comme ça dans un film, que oui, nous montre toute cette atrocité, mais ce qui m'étonne, c'est qu'on ait besoin d'un animal un petit peu porte-étendard qui n'existe pas en fait. Je sais pas, ça me dérange un peu, je trouve ça un peu dommage. Donc je suis un peu mitigée sur ce film. Le côté burlesque, pourquoi pas, ça peut être intéressant de caricaturer de cette façon des différents idéaux. Mais sur la fin, je vois pas trop vers quoi il veut nous emmener au fait, et je sais pas, j'ai trouvé que c'était un peu bizarre, peut-être, un peu trop bizarre pour moi. Spotlight, donc le film sur l'enquête des journalistes qui ont dénoncé les abus sexuels de plusieurs prêtres sur des enfants dans les années 80 à Boston. Donc un film très important puisqu'il est inspiré de faits réels et qui dénonce vraiment l'influence de l'Église catholique aux États-Unis, que ce soit au niveau judiciaire et politique. C'est une mise en scène qui est très sobre, mais qui reprend un peu les codes des films d'enquête des années 70. Ça m'a rappelé à plusieurs moments les Hommes du Président. Donc c'est une ambiance, on va dire, qui est très adaptée à ce contexte d'enquête et surtout sur ce thème-là, avec une direction d'acteur aussi qui est très bien menée.
Et on se rend vraiment compte de l'influence que peut avoir une institution sur un gouvernement, que ça soit, donc je disais, au niveau judiciaire et politique, et qu'on ne peut l'attaquer finalement qu'au prix d'un travail acharné et rigoureux, travail donc qui va être réalisé par ces journalistes du Boston Times, je crois, Boston Globe. Donc vraiment un film à voir, hein, très important, bien réalisé, voilà, c'est sobre, mais c'est exactement ce qu'il faut pour ce genre d'histoire, on va dire. Insaisissable ou Now You See Me, c'est un film de magicien, voilà, hein, tout simplement, qui joue sur l'esbrouf. J'ai trouvé ça très américain dans la réalisation, dans tout ce qui est abordé. Voilà, c'est rien de fou, c'est le film divertissant si vous voulez poser votre cerveau, on va dire. J'avais pas prévu de voir ça, mais bon, pourquoi pas. Au moins je l'ai vu parce qu'on me l'avait déjà conseillé, donc voilà. Un film muet, donc Rosita d'Ernst Lubitsch, dont j'avais déjà vu le film Rendez-vous et que j'avais adoré, je vous le recommande vivement d'ailleurs. Rosita est dans ce même esprit, c'est une histoire d'amour en finesse avec toujours de belles idées de mise en scène et une ambiance un petit peu hispanique des années 20, ce qui fait qu'on a de très beaux décors et de très beaux costumes. C'est l'histoire donc de Rosita, une chanteuse de rue avec un sacré caractère, on peut dire, qui ne se laisse pas faire, qui va se retrouver un petit peu malgré elle aux prises d'un roi un peu pervers et désintéressé vraiment de son peuple. Et avec un petit peu l'aide de la reine, elles vont essayer de le remettre à sa place, on va dire. C'est un vieux film, hein, donc il échappe pas forcément à quelques clichés malheureusement qu'on peut avoir sur la femme, dans le sens où c'est forcément une femme pauvre qui s'éprend d'un noble, même si c'est pas le cœur du film, puisque ce personnage du noble, on va finalement très peu le voir, et ça va pas gâcher l'ensemble, mais bon, voilà, ça reste quand même un vieux film, donc avec parfois certains stéréotypes. Mais il faut quand même admettre que Rosita est un personnage avec un fort caractère, que la reine aussi est montrée de façon assez positive, donc ça fait plaisir de voir qu'il y a eu aussi ce genre de film à l'époque. C'est quand même assez frais. Donc si vous voulez le découvrir, n'hésitez pas, il est disponible sur Arte Cinéma, je crois, jusqu'en juillet-août, je ne sais plus exactement, mais vous pourrez le trouver en tout cas sur le site d'Arte Cinéma. Alors j'aime beaucoup les X-Men, plus que les Avengers je pense, parce que j'ai longtemps regardé le dessin animé X-Men, donc je pense que c'est plus ancré dans mon enfance. Malheureusement, Dark Phoenix n'arrive pas du tout, je pense, à la cheville des films Avengers, parce qu'il laisse passer très peu d'émotions. On a quand même la mort d'un personnage très important et c'est totalement passé à la trappe, j'ai envie de dire. Le changement d'état de Jean n'est pas cohérent, l'ensemble donc est vraiment froid, on ressent rien vraiment, je sais pas, les choses elles semblent expédiées. C'est vraiment dommage parce que pour moi il y a des moments réussis, les combats avec Magneto est incroyable, il y a plusieurs choses qui sont... Enfin, il y a de quoi faire en fait avec X-Men, ils ont des personnages intéressants, un univers intéressant, et tout est expédié. J'ai vraiment eu l'impression que ce film il avait été fait à la va-vite. Il est vraiment indispensable, je pense, dans la saga des X-Men et c'est dommage. Un peu d'animation japonaise que j'aime tant. Donc après Les Enfants Loups de Mamoru Osada, qui est un film absolument merveilleux, qu'il faut que vraiment, si vous aimez l'univers japonais, il faut que vous le regardiez. Donc toujours de Mamoru Osada, le garçon et la bête. Donc un film où deux mondes vont coexister en s'ignorant. Donc on a le Shibuya, le monde des humains, et Jutengai, le monde des bêtes. Et on va suivre un petit garçon, Rem, qui semble être abandonné, et une bête, Kumatetsu, qui vit seule avec un très sale caractère. Et un jour, le garçon va se perdre dans le monde des bêtes et va devenir le disciple de Kumatetsu. Et cette rencontre va donc être le début de plein d'aventures en fait, entre les deux personnages. L'idée c'est d'avoir un duo un petit peu père-fils qui va devenir très très vite attachant, mais vraiment très attachant. Le doublage français est à saluer vraiment, parce qu'ils font vraiment passer tout le côté hyper drôle du début du film et après plus loin l'émotion on va dire. Le film évoque bien sûr plein de thèmes, je trouve la famille exactement comme on l'avait dans Les Enfants Loups, mais d'une façon un petit peu différente bien sûr. Et puis aussi je pense l'opposition tout simplement entre le monde traditionnel, donc le monde des bêtes, et le monde contemporain qui semble être le monde des humains. Donc si vous aimez l'animation japonaise, c'est vraiment un bon film. Pas aussi bien que Les Enfants Loups, mais très 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 bon aussi dans son genre.